Très chers téléspectateurs, la santé n'a pas de prix. Ça se dit ainsi et ça se vérifie sur le terrain. Très chers téléspectateurs et auditeurs de la radio-télévision Hosanna, nous sommes là pour vous servir. Et cet adage introduit cette émission pour vous parler santé aujourd'hui, et ce sont des cas qui s'entassent et qui se déclarent dans notre société, dans les sociétés occidentales et partout ailleurs. Le problème des reins est devenu, ou sont devenus d'ailleurs, très fréquents dans notre société, dans nos milieux. Voilà pourquoi nous allons en parler en ce jour, et nous avons saisi l'opportunité du 14 mars, jour consacré bien sûr à la célébration du jour ou de la journée du rein, pour ainsi détailler ou encore fouiner sur ce sujet qui intéresse plusieurs. Merci à tous de garder le cap sur cette émission. Passage oblige. Et comme je vous l'annonçais d'ailleurs, nous recevons ici sur ce plateau, ce n'est pas la première fois, il y a déjà été, il y sera encore et il y est. Il s'agit du docteur Ami Abel Amindanga, et j'espère que j'ai bien prononcé ce nom. Merci beaucoup, mon cher Cédric. Pour la première fois, on prononce assez bien mon nom. Il est non composé. Le nom de mon grand-père, voilà, paternel, un chef coutumier, c'est Ndanga. Et papa a dû acheter Ami, parce qu'il fait Ami Ndanga. Voilà. Et les petits prénoms Ami Abel. Alors, merci de nous recevoir. Merci beaucoup, docteur. Alors, très chers téléspectateurs et auditeurs, j'espère que vous allez acclamer pour moi parce que j'ai bien prononcé ce nom en ce jour. Voilà. Alors, docteur, vous avez bien entendu l'introduction, oui. Et j'espère que c'est un sujet qui vous attire également. Oui, c'est important que les gens sachent. Généralement, quand les gens meurent dans les milieux hospitaliers, nous n'avons pas assez d'arguments pour expliquer la cause finale, la cause précipitante du décès. Pourquoi? Parce que nous avons assez d'éléments compliqués que le commun de mortel ne sait pas saisir. Alors, si on peut avoir autant de minutes pour expliquer à tous ceux qui nous suivent par la voie des ondes, même au travers des réseaux sociaux, je pense que c'est une occasion en or qu'il nous faut saisir. Et le rein, c'est un élément très capital pour le corps humain. Oui, le rein, ça fait partie des organes nobles. Sans ces organes-là, la vie ne s'explique pas. On a le cerveau. Quand un enfant vit en monde sans cerveau, il a un encéphale, il ne sert à rien, on ne peut pas lui permettre de vivre. On ne peut pas vivre sans cœur. Donc, un cardiaque, il ne peut pas vivre. Les poumons, qui jouent le rôle important dans l'hématose, on en a besoin pour vivre. Et puis, il y a d'autres organes aussi, le foie, le pancréas, ainsi de suite. Mais nous avons le rein. Le rein, c'est un organe pair. On en a deux, mais on peut vivre avec un seul rein, à la limite. Mais si on n'a pas un seul rein, on n'a pas de rein, on ne peut pas vivre. Le rein, c'est un organe qui a la forme grossière d'un haricot. Donc, on voyait le haricot avec comme mesure une hauteur de 12 cm, une largeur de 6 cm et une épaisseur de 3 cm. 12 fois 6 fois 3, ça fait ce haricot-là qu'on trouve dans la région rétro-péritonéale de notre abdomen. Ça veut dire au niveau de notre ventre, vers le derrière, entre la 12e vertèbre dorsale ou thoracique et la 3e vertèbre lombaire, c'est là que se trouvent les deux reins. Le rein droit, il est légèrement bas situé parce qu'il y a le foie qui surplombe l'hypocondre droit et allant vers le flanc droit. Voilà pourquoi le rein droit, il est bas situé que le rein gauche. Alors, le rein, il joue un rôle important dans ce qu'on appelle l'homéostasie de notre organisme, le bon fonctionnement de l'autre organisme. Alors, son rôle principal, c'est d'abord la filtration du sang. Tout le sang, au moins 5 litres de sang, ça passe à chaque seconde, à chaque minute, au niveau de l'unité structurelle et fonctionnelle du rein qu'on appelle le néphron. Et chaque rein en a au moins 1 million. Alors, ce sont des mini-stations d'épuration. Tout le sang passe et au niveau de rein, de néphron, il y a un glomérule et une tubulure, ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer? On doit épurer le sang. On élimine toutes les toxines, tous les déchets, tout ce qui est mauvais pour la santé, et cela sera éliminé sous forme d'urine. Donc, le rein filtre tout le sang et puis il produit l'urine. L'urine, c'est donc l'ensemble de ces déchets qu'on a sortis du sang. Et un homme normal doit éliminer sur les 24 heures d'une journée 1,5 litre à 2 litres d'urine. Voilà le rôle principal
du rein. En dehors de ce rôle, comme vous voyez avec cette épuration, ainsi de suite, il joue un rôle important dans l'équilibre hydroélectrolytique, dans l'équilibre acido-basique. Autrement dit, par rapport à la gestion de notre quantité d'eau. L'homme, au minimum, c'est 60% d'eau. Et un garçon qui vient de naître, c'est jusqu'au plus de 80% d'eau. Alors, l'équilibre entre l'eau et le sel ou les autres sels minéraux, ça passe par le rein. Donc, si vous n'avez pas le rein, c'est impossible que cela soit géré. Et au-delà de tout, qu'est-ce que le rein fait? Il produit des hormones, principalement l'érythropoïétine, qui est indispensable à la production de globules rouges de notre organisme. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un arrive au stade de la maladie rénale chronique, il y a défaillance de néphrons, il y a réduction de leur capital, il y aura absolument une anémie, la personne va avoir de vertige, va perdre du sang, on va transfuser. Pourquoi? Parce qu'il y a un déficit en érythropoïétine, une hormone produite par le rein et qui est indispensable à la production de globules rouges qui font partie des éléments figurés de notre sang. Waouh, quelle présentation! Vous avez compris l'importance du rein, vous comprenez également l'importance de cette émission de ce jour, très chers téléspectateurs. Votre santé, vous qui nous regardez, vous qui nous suivez, en dépend. Alors, docteur, quand est-ce qu'on peut constater que réellement le rein ne fait plus son travail? Oui, c'est important de savoir, généralement quand les gens meurent à l'hôpital, parmi les causes principales qui expliquent leur trépas, leur passage de ce monde vers l'autre monde où nous ne sommes jamais allés, c'est l'insuffisance rénale. Généralement, cette insuffisance rénale, elle est aiguë et facilement ça peut se corriger. Lorsque cette insuffisance rénale, elle est fonctionnelle ou pré-rénale, ça veut dire la cause, elle est en amont de deux reins. Ça veut dire une diarrhée, des vomissements, une infection comme la malaria, des trucs pareils. Ça peut amener cette insuffisance rénale. Lorsqu'on corrige la cause, les reins peuvent reprendre leur fonctionnement normal. Il peut y avoir des causes au niveau du rein lui-même. Généralement, deux types de causes. Il y a ce qu'on appelle l'insuffisance rénale néphrotoxique et l'insuffisance rénale ischémique. Néphrotoxique, ce sont des intoxications qu'on leur donne. Ça peut être des médicaments, ça peut être des produits chimiques, des produits indigènes qui n'ont ni dose ni études sur le marché, ainsi de suite. Ça peut altérer la fonction du rein. Et là, il faut carrément y aller avec le rein lui-même, corriger ce qui se passe. Et puis, il y a avoir des causes d'une insuffisance rénale aiguë, post-rénale ou obstructive. Ça veut dire, en amont, il n'y a pas de problème. Au niveau des reins, il n'y a pas de problème. Mais en aval, il peut y avoir des problèmes. Par exemple, chez nos mamans, quand ils ont des myomes. Chez les hommes, quand on a une prostate qui augmente de volume. Quand on a des tumeurs au niveau de la vessie, en bas de rein, ainsi de suite, des calculs rénaux, des calculs vésicaux, ainsi de suite. Toutes ces maladies-là, des masses au niveau des ovaires, des trompes chez la femme, ainsi de suite. Au niveau colique, ainsi de suite, ça peut amener une insuffisance rénale post-rénale. À ce niveau-là, il faut opérer, il faut enlever la masse, il faut enlever les calculs, faire une lithotripsie, ainsi de suite. Lorsque l'obstacle est levé, les reins vont reprendre leur fonctionnement. Et au finish, on peut faire ce qu'on appelle des séances d'hémodialyse. Donc, on va utiliser une machine qui va faire le rôle du rein, mais à l'extérieur. Et le temps que le rein se remette, ainsi de suite. Alors, si on ne soigne pas une insuffisance rénale aiguë, ça va tout droit vers une insuffisance rénale chronique. Alors là, il y a une maladie rénale chronique, c'est souvent le problème. Là, il n'y a que deux solutions. Soit la personne doit avoir des séances d'hémodialyse tous les jours de sa vie. Peut-être 2 ou 3 fois la semaine. Une séance, ici chez nous, c'est autour de $200. C'est vraiment cher. Toute sa vie. Cher. Oui, lorsqu'on arrête, la personne meurt. Ou carrément, il faut bénéficier d'une transplantation rénale. Donc, il faut qu'on bénéficie d'un rein. Oui, oui. Voilà pourquoi il y a eu cette histoire de kidnapping. L'une des raisons principales, c'était le rein, parce que le rein, c'est un organe que même celui qui n'est pas du domaine peut facilement enlever. Donc, la topographie, elle est facile et il peut résister le temps qu'on l'amène dans des milieux où on peut le conserver en vue d'une transplantation. Voilà pourquoi ça fait marché noir, illicite, illégal et illégitime. Alors, les études de l'Organisation mondiale de la santé projettent pour 2040 disent que les maladies rénales seront parmi les 5 premières causes de la mort des
des hommes sur la planète Terre. Et ce sont des statistiques qui sont très vérifiées et qui démontrent que, également, en Afrique subsaharienne, c'est une des zones les plus touchées, alors que c'est une zone pauvre. Est-ce que, au-delà de ces causes, parce qu'il y a également des études qui parlent de deux causes principales, entre autres l'hypertension et aussi le diabète. Est-ce que c'est vraiment une opportunité de parler à nos téléspectateurs et auditeurs l'apport ou encore ces deux causes qui sont presque principales à cette maladie? Oui, alors c'est vrai. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle a pour mission de projeter, de sonner l'alarme. Il faut que les gens comprennent, on est guetté par toutes ces causes-là. Alors, lorsqu'on parle des maladies rénales chroniques, ce qu'on est dans ce qu'on appelle l'irréversibilité. Donc, on doit vivre comme ça, à moins de bénéficier d'une transplantation rénale. Ou encore de la main de Dieu. Oui, bon, ça, en tout cas, je m'excuse. On entend des fois des témoignages, mais qu'il faut corriger. Exactement. Des fois, on n'est pas d'accord avec certains témoignages parce que les gens étalent carrément leur ignorance. Oui. Si c'est une insuffisance rénale aiguë, ça peut se corriger même sans faire de dialyse. Pourquoi? Parce qu'on aura soigné la cause, on aura équilibré les choses. Mais lorsqu'on est devant une insuffisance rénale chronique, ça, c'est très important de savoir, c'est soit les dialyses à vie, soit une transplantation rénale. Dieu agit. Mais attention, la foi elle-même, elle a des piliers. Il faut que Dieu ait parlé. Il faut s'appuyer sur l'infinie puissance de Dieu. Il faut également s'appuyer sur l'absolue fidélité de Dieu. Ce sont des conditions sine qua non à la production des miracles dans la vie d'un homme croyant soit-il. Alors cette matière-là, elle n'est pas scientifiquement prouvable. Donc, si quelqu'un a été guéri par la foi, gloire au Seigneur. Et je sais que Jésus peut le faire. Moi, je suis chrétien. Exactement. Hébreux 13:8, la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut faire des miracles. Mais attention, lorsque nous parlons de la science, on veut que les gens puissent adopter une attitude purement scientifique. On veut démontrer ainsi de suite. Et la meilleure façon de faire les choses, c'est la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. Alors, il y a 3 causes globaux de la maladie rénale chronique. Dans 25% des cas, un quart de cas, c'est l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, par l'entremise des néphropathies vasculaires qu'elle entraîne, elle est à la base de plus de 25,2% des cas de maladies rénales chroniques. Autrement dit, des gens qui verront leur rein se bousiller et qui auront besoin de cet apport, soit des dialyses, soit d'une transplantation rénale. Et l'inverse est aussi vrai. La maladie rénale, lorsqu'elle est de cause vasculaire, elle donne lieu aussi à l'hypertension. Donc, c'est un cercle vicieux. Mais si on adopte de bonnes habitudes, ça devient alors un cercle vertueux. Alors, dans 22% des cas, c'est le fameux diabète. Le diabète, il agit également par l'entremise des néphropathies. Des néphropathies, ce qu'on appelle des micro-angiopathies, au niveau des reins, même si également l'hypertension et le diabète peuvent amener des complications au niveau du cœur, au niveau des lèvres, au niveau du cerveau. Et dans 12% des cas, ce sont ce qu'on appelle des glomérulonéphrites. Nous avons dit que l'unité structurelle et fonctionnelle du rein, c'est les néphrons. Et les néphrons comprend le glomérule et la tubulure, les tubules, ainsi de suite. Alors, au niveau du glomérule, on peut avoir une inflammation qu'on appelle glomérulonéphrite, qui a plusieurs causes, principalement les infections. Une pyélonéphrite, une infection propre au rein, une glomérulonéphrite. On a des infections qui peuvent, avec bien sûr le bacille, le fameux Escherichia coli, ça peut amener à la longue un problème au niveau du glomérule et puis entraîner carrément une maladie rénale chronique. Nous avons des tumeurs ou des cancers au niveau du rein. Donc, une polykystose rénale, ce sont des kystes au niveau du rein. On peut avoir ça même dès la naissance, même chez le tout petit, chez le jeune enfant. Donc, la maladie rénale, ce n'est pas seulement l'apanage de l'adulte, même le nouveau-né. Même l'enfant peut venir au monde déjà avec un problème au niveau des reins. Parce qu'il y a aussi des malformations. Donc, une agénésie rénale unilatérale, l'enfant n'a pas un seul rein, ainsi de suite, ou bien n'a pas le 2 reins. C'est un problème, mais généralement, ici chez nous, la survie pose problème parce qu'il faudra y aller vite. Et généralement, le diagnostic est tardif. On peut également avoir des intoxications. Ça peut être des médicaments qu'on donne de bonne foi à l'hôpital. Or,
Lorsqu'on a une insuffisance rénale, comme une insuffisance hépatocellulaire, les doses de médicaments sont diminuées essentiellement. Les antibiotiques, tous les médicaments que l'on prend sont diminués. Pourquoi? Parce que tous les médicaments passent par le foie, également par le rein. Alors, si les deux organes sont malades, ou l'un d'eux est malade, il faut baisser les doses. Donc, si vous prenez la même dose comme avant, vous intoxiquez le rein, vous intoxiquez le foie. Et là, ça va poser problème. C'est important de le savoir. Alors, toutes ces causes réunies conduisent tout droit à la maladie rénale chronique. Et qui dit maladie rénale chronique, c'est la maladie de tous les systèmes. Donc, on a tous les troubles. Donc, le trouble digestif, on peut vomir, on a des nausées, troubles sur le plan hématologique, on perd du sang, on a des troubles hydroélectrolytiques, on peut avoir une hypocalcémie, une hyponatrémie, ainsi de suite. Donc, c'est tout l'organisme qui est malade. Et s'il faut corriger, c'est beaucoup de choses à la fois. On devient tributaire d'un contrôle médical et d'une prise en charge au chevet. C'est important de le savoir. Alors, vous avez vu que la première cause, c'est l'hypertension artérielle. La seconde cause, c'est le diabète. Ceci dit, chacun de nous devrait faire attention à cela. Et lorsque les reins sont touchés, il y a au moins 20 aliments qui sont toxiques pour... Oh là là, 20 aliments. 20 aliments, et principalement, c'est d'abord de la viande. Okay. Il faut faire attention avec les protéines d'origine animale, la viande, les produits laitiers, les œufs. Quand on a des reins malades, c'est des choses qu'il faut éviter. Il faut au contraire préférer les protéines animales, ainsi de suite. Vous avez parlé de la viande, des œufs, du poisson. De la laiterie. Il faut éviter, il faut éviter également le raisin, le jus de raisin, ainsi de suite. C'est incompatible, ainsi de suite. Il y a le sel lui-même qu'il faut éviter. Donc, quand on a une insuffisance rénale, on a un point d'hypertension, il faut carrément diminuer sa consommation de sel. Il faut une cuillère à café rasée pour le 24 heures. Pas dépasser cette quantité, sinon on se détruit à petit feu. Il y a l'alcool. Il ne faut pas boire. Ah oui. C'est important, il ne faut pas boire. Il y a le tabac, toutes ces histoires-là, il faut les éviter. Le sucre également. Il faut éviter le sucre. Parce que l'hypertension peut également conduire au diabète. Et lorsqu'on a les deux monstres, on diminue son espérance de vie. Pourtant ce sont les deux grands monstres qui avaient la maladie rénale chronique, qui sont, ces deux maladies sont destructrices du rein, sont pourvoyeuses de complications rénales. Il faut comprendre ainsi de suite. Alors, il faut éviter aussi des graisses, manger moins gras, le cholestérol, ainsi de suite. Ça ne fait pas bonne compagnie avec le rein. Et ça fait partie de ce qu'on appelle des risques, des facteurs de risque cardiovasculaire. Et ce sont des facteurs de risque par rapport, bien sûr, à la vie de l'homme sur la Terre. Et parce que quand on parle du rein, on voit les deux grands monstres qui sont l'hypertension et aussi le diabète. Mais actuellement, il se démontre que sur la vie de Lubumbashi, d'une manière particulière, les problèmes d'hypertension sont devenus un peu fréquents. Est-ce qu'on peut saisir cette opportunité pour peut-être glisser quelque chose en rapport avec cette maladie, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous mangeons tout et nous sommes vraiment exposés à beaucoup de choses qui peut-être sont causales de l'hypertension, par exemple. Oui, avant de placer un mot sur l'hypertension artérielle, il faut seulement dire qu'il y a un phénomène en Afrique subsaharienne qui va faire beaucoup de dégâts. C'est le phénomène des nouveaux riches. Le phénomène des nouveaux riches, un matin, peut-être parce qu'on est dans les milieux politiques, je ne sais pas comment, on change de régime alimentaire. Nous, on mangeait un poulet, indigène là, toute la famille. Alors on commence à manger autant de poulet soi-même, ainsi de suite. On prend du lait, on veut récupérer le retard. Ce n'est jamais bon pour la santé. Donc c'est ce qui est à la base de beaucoup de maladies. Il n'y a pas que les deux monstres, l'hypertension et le diabète. Il y a aussi des maladies cancéreuses. Chez nous au village, c'était quand même rare, ainsi de suite. Le nouveau modus vivendi est à la base de cela. Il faut toujours une transition, même quand on devient riche, il faut y aller mollo. Petit à petit, pour s'adapter. Un élément important, je me suis toujours offusqué devant ce phénomène. On peut avoir son pasteur, et c'est une bonne chose. C'est un conseiller spirituel, on a son avocat, on peut être inquiété d'une manière ou d'une autre, mais il faut avoir son médecin. Vous verrez tous ces gens-là qui ont des moyens. Ils n'ont pas de médecin. Ils n'ont pas de médecins familiaux, un médecin de famille, un médecin personnel.
C'est ça le problème, un omnipraticien. On peut avoir un gynécologue, c'est une bonne chose. On peut avoir un cardiologue. Mais quand on est devant les spécialistes, ils respectent leur domaine. Mais un médecin de famille, en principe, c'est un médecin omnipraticien. Et l'université de Lubumbashi, les universités congolaises commencent par nous donner des médecins omnipraticiens, des médecins généralistes. Il faut avoir ce médecin-là. Et en cas d'un problème chez les spécialistes, ils vous accompagnent. Même si vous allez en Inde, aux États-Unis, en Suisse, en Israël, il vous donner des renseignements précis. C'est important, surtout si on a déjà les deux monstres, l'hypertension ou le diabète. Alors, revenons à l'hypertension artérielle. Il faut noter une chose importante, c'est plus la maladie des Noirs. Il y a des Blancs qui font l'hypertension, mais sur 3 cas, 2 cas sont noirs. Donc, c'est d'abord une maladie liée à la peau noire. Et là, c'est sur le plan génétique, on ne sait pas expliquer. Donc, plus nous, le noir, nous faisons l'hypertension artérielle que le blanc. Il y a aussi des blancs qui font, mais nous sommes plus nombreux. Deuxième chose qu'il faut savoir sur l'hypertension artérielle, dans 90% des cas, elle est dite essentielle. Il n'y a pas de cause. Alors, lorsque la maladie elle est idiopathique, il n'y a pas de cause, on doit vivre avec ça tous les jours. Donc, la guérison, elle est un miracle. Ça n'existe pas. Donc, il faut prendre des médicaments tous les jours pour stabiliser nos chiffres de la pression artérielle. C'est ce que les gens ne savent pas. Ce n'est pas parce qu'on a évolué 1 mois, 2 mois, les chiffres semblent se normaliser. On peut observer le régime, ne pas prendre le médicament, mais il faut aller voir le médecin. Et comme le commun des mortels, il faut avoir un check-up. À partir des 40 ans, c'est obligatoire. Au moins une fois l'an, faire tous les examens de sang, hématologie, biochimie, que sais-je, parasites, tout. Il faut faire ces examens-là. L'argent, ça ne dit rien parce qu'on meurt, tout reste pour les autres. Exactement. On porte qu'un seul costume, une seule robe, et le reste reste pour tout le monde. Mais les comptes en banque. Alors, il faut avoir cette habitude-là. Donc, dans 10% des cas, l'hypertension, elle est dite secondaire à une cause. Et lorsqu'on met fin à la cause, la personne est guérie. Je donne un exemple simple, c'est comme le phéochromocytome. Une tumeur au-dessus des reins, au niveau des organes qu'on appelle les surrénales. Lorsqu'on enlève le phéochromocytome, généralement, c'est quelqu'un qui fait des chiffres élevés du coup, vous l'amenez à l'hôpital, tout est normal. Il a transpiré, généralement, il faut faire une échographie centrée sur les reins. On découvre qu'il y a un phéochromocytome, ça on peut enlève et la personne est guérie. Normal. Ah, là, la personne est guérie. Il y a l'hypertension artérielle de la grossesse. À partir de la 22e semaine, 22e semaine de la grossesse, il y a une hypertension qui arrive avec de la protéinurie, de pieds qui gonflent, on appelle ça prééclampsie. En principe, le traitement, c'est l'accouchement. Quand la femme accouche, ça revient normal. Voilà, même s'il y a le risque de développer une hypertension beaucoup plus tard. On peut avoir une hypertension artérielle liée à un problème hormonal, une dyscrasie, une dysendocrinie. Lorsqu'on corrige la cause, la personne revient normale. Vous voyez, ces cas-là sont compliqués. Maintenant, dans les 90% des cas, nous n'avons pas de cause, nous avons des facteurs de risque. Alors, lorsque, par exemple, on a un père, une mère, un ascendant hypertendu, on a des risques de développer l'hypertension. Et dans ces cas-là, il faut observer des mesures d'hygiène. En principe, consommer moins salé, moins gras, moins sucré. Boire assez d'eau, manger des légumes. Alors qu'aujourd'hui, la boisson sucrée, c'est à tout bout de champ. J'ajoute un élément important, c'est ma mère qui m'appelle. Elle me dit, elle a été quelque part. Vous voyez les Libanais, c'est pas moi, je m'excuse, les expatriés qui nous amènent ces boissons sucrées. Il faut aller voir leurs enfants, ils ne consomment jamais ces boissons. Ça, voilà. Il ne faut pas consommer, parce que ce n'est pas du jus. Quand on prend du jus naturel, c'est de fruits. L'homme, il est frugivore, herbivore. Depuis son naissance, ça peut se comprendre. Et l'organisme peut s'en charger. Mais le sucre qu'on nous donne, c'est du sucre ici. Toxique pour l'organisme en grande quantité. Surtout la boisson. On met dans surtout les boissons énergisantes. Oui, mais on peut changer de nom, mais c'est ce qui se passe. Mais on se détruit. Il ne faut pas prendre ces choses-là, à moins d'une panne énergétique. Vous savez, il faut manger, prendre le petit déjeuner avant 7h, 5h et 7h. Il faut prendre le déjeuner avant l'après-midi. Il faut prendre le dîner le soir. Et si on travaille tard la nuit, prendre un souper. 4 repas par jour. Il se fait qu'on n'a pris ni le petit déjeuner parce qu'on a jeûné toute la nuit. On doit déjeuner. On n'a pas pris le déjeuner. Là, on peut prendre, puisqu'on travaille, un peu de sucré. Là, il y a une panne. Mais si on respecte les 4 repas, pourquoi prendre des trucs pareils? Même sur beaucoup de chaînes ici, vous voyez, on dit éviter de grignoter entre le repas. Grignoter, ça signifie quoi? C'est plus ces casse-croûtes, du jus, de la sucrerie, même dans les biscuits, tout ça. Il faut absolument éviter. Il faut préférer prendre de l'eau. L'eau ne détruit jamais. Il n'y a jamais de problème avec l'eau. L'eau, ça ne détruit pas. À moins qu'elle soit infectée. Non, mais là, on suppose qu'elle est potable, ainsi de suite. Ça, ce sont des facteurs de risque, c'est important. Les tabacs. Le tabagisme, même chez la femme, ça existe.
Quand on parle du tabagisme, les gens voient les gens qui fument. Non. Le tabagisme secondaire, il est plus grave que le tabagisme primaire. Celui qui fume, il libère la fumée. Et celui qui Maintenant, celui qui inhale cette fumée est beaucoup plus exposé que celui qui fume. Donc, on peut avoir un mari qui fume, c'est un danger. Les fenêtres fermées, la porte fermée, tout reste dans la chambre. Il y a au moins 20 substances toxiques dans la fumée du tabac, dont la nicotine, qui sont pourvoyeuses de maladies graves, qui sont cancérigènes même. Pas seulement les cancers du poumon, mais de la langue, des lèvres, de tout l'organisme avec la fumée du tabac. L'alcool, c'est un dangereux ami. Il faut l'éviter absolument. Et puis, toutes les maladies qui peuvent donner lieu à cela, beaucoup de mauvaises graisses. Vous voyez, les dames, quelqu'un, quand il mesure 1m70, il doit peser autour de 70 kg. Mais vous voyez quelqu'un manger n'importe quand, il vous paye 100 kg. Avec un embonpoint, il pense qu'il est en bonne santé. Non, non, non. Il faut faire attention avec cette histoire-là. Il y a des gens qui ont des millionnaires. Vous avez déjà vu des millionnaires gras? Ils sont minces parce que tout est millimétré. Tout est millimétré. Donc, quand une personne mesure 1m50, elle vous pèse 100 kilos. C'est déjà du surpoids, c'est déjà de l'obésité. Il y a même des petits-enfants aujourd'hui. Oui, oui. L'obésité, c'est la première maladie nutritionnelle et elle est à la base de l'hypertension et du diabète. Quand vous avez les deux monstres, vos reins seront touchés, que vous le vouliez ou pas, même à bas bruit. Donc, c'est important. Donc, là, quand on est hypertendu, ce n'est pas une fatalité. Il faut avoir un rendez-vous. On a son antihypertenseur. Actuellement, on a des antihypertenseurs combinés. On prend seulement un comprimé le soir, peut-être le matin, et c'est fini à longueur de journée, on est équilibré. Et là, des check-up régulièrement. Pourquoi? Parce que les gens ne le savent pas. Quand on est hypertendu, quand on est diabétique, l'on prend des médicaments, ce n'est pas seulement pour stabiliser les chiffres de la tension, pour normaliser la glycémie, c'est aussi pour prévenir les complications. Et généralement, les complications sont irréversibles. Il y a d'ailleurs les AVC qui sont devenus pour les courants. Que ce soit le diabète, que ce soit l'hypertension, on peut avoir des complications au niveau du cerveau. Une hémorragie intracrânienne. On meurt du coup, on se lave, on tombe, on meurt. Ou carrément, on fait un accident vasculaire cérébral. Ischémique avec un bon monocycle. Mais s'il est hémorragique, en tout cas, les survies sont rares parce que ça dépendra de l'ampleur de l'hémorragie dans notre cerveau. On peut avoir des complications au niveau de l'œil. Une rétinopathie diabétique ou hypertensive. Donc, le diabète et l'hypertension, ce sont des maladies cécitantes. Quelqu'un peut devenir aveugle. Même en faisant un AVC, il perd la vue pour toujours. L'hypertension, le diabète, ça mène des problèmes au niveau du cœur, au niveau des reins, principalement ces organes, même si pour le diabète, il faut aller partout, il y a des vaisseaux sanguins, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous disons aux gens d'être amis des hôpitaux. Plus l'âge avance, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Respecter l'équilibre diététique avec nos moyens du bord, manger mieux, de manière optimale. Et manger mieux, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Manger mieux, c'est? Manger mieux, c'est simplement éviter d'abord beaucoup de sel, beaucoup de graisse, beaucoup de sucre. Mais si je dois me recouper de manière simple, en principe, on mange 4 fois, minimum 3 fois. Avant 7 heures, quand on se réveille, on a besoin de ce qui donne de l'énergie. Du thé, du café, du jus, ainsi de suite. On peut ajouter un peu de casse-croûte, une biscuiterie, une tartine. C'est ce qu'on appelle petit déjeuner. Ça, c'est important. Puis, le déjeuner, on doit le prendre avant l'après-midi, donc avant 14 heures. Donc, à 11 heures, 12 heures, on pense qu'on avait le déjeuner. On pense qu'on n'avait plus au petit déjeuner, mais quand on dit déjeuner, il faut ajouter des crudités, comme les légumes et le fruit qui se consomment crus. C'est pour ça qu'on parle des crudités. Comment on dit, c'est pas moi, le fruit, les légumes, ce qu'on fait, la salade. La salade. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'avec ces aliments qu'on a ce qu'on appelle les aliments protecteurs, les vitamines, ainsi de suite, qui nous permettent d'interagir par rapport aux agresseurs, aux infections. Et quand on a pris ça, le soir maintenant, on prend le dîner. Le dîner, ça veut dire on ne mange pas beaucoup comme à midi. On mange un peu, on corrige ce qu'on n'a pas mangé. Et là, si on avait pris du pain, on peut même prendre du riz, passer une autre céréale. On peut ajouter un peu de viande, éviter la viande rouge plus de 3 fois par semaine. Donc la viande rouge, je peux la manger le lundi, le mercredi, le vendredi. Les autres jours, là, je combine avec la viande blanche. Donc le poisson, ainsi de suite. Un peu de lait, un peu de... Là, c'est pour des personnes qui n'ont pas des problèmes rénaux. C'est pas de manière générale. Générale, voilà. Et puis, si on travaille la nuit, là, on peut acheter un dernier repas qu'on appelle le souper
Le souper, c'est principalement pour avoir de l'énergie. On est debout, on doit jeûner, on doit prier la nuit, et ainsi de suite. On prend ce souper-là pour tenir debout. Et entre les repas là, pourquoi grignoter? Pourquoi prendre des repas qui ne sont pas identifiés? Voilà là où il y a un problème. Maintenant, quand quelqu'un surveille le matin, il va au boulot, jusqu'à 14 h, il n'a pas mangé, il voit les bingos, il saute sur ça, il voit tout ça, ça pose problème. Alors, donc manger mieux, voilà, il faut qu'il y ait des aliments énergétiques. En termes de réserves et de sources, il faut qu'il y ait des aliments bâtisseurs, constructeurs de l'organisme, ce sont des protéines animales ou végétales. Et enfin, les aliments protecteurs, là, ça vient principalement de l'eau qu'on boit, du jus qu'on prend, des fruits qu'on consomme, et puis des légumes, même d'une salade. Un denrée qui revient, qui est revenu, c'est de l'eau. Oui. Alors, très chers téléspectateurs et auditeurs, buvons de l'eau. Buvons de l'eau, c'est très important pour notre vie. Il y a aussi un autre aspect qu'on n'a peut-être pas mentionné ici. Est-ce que la gastrite est aussi causale de problèmes rénaux? Non. Non, non, il ne faut pas qu'on dise la chose. La gastrite, c'est une entité, c'est une maladie liée au système digestif. Généralement, on parle de gastrite, mais ça peut être un reflux gastro-œsophagien, ça peut être une œsophagite, ainsi de suite. La gastrite, c'est une maladie qui peut être psychogène. On a des petits soucis, ça joue parce qu'au niveau des l'estomac, nous avons les facteurs protecteurs et les facteurs agresseurs. Alors, la gastrite vient du déséquilibre entre les facteurs protecteurs et les facteurs agresseurs. Donc, quand il y a une hyperacidité, une hyperchloridrie au niveau de l'estomac, ça va brûler. C'est typiquement le mot parce que le maître symptôme, ce sont des épigastralgies, des douleurs gastriques sous forme de brûlure. Et là, lorsque l'acidité remonte vers l'ésophage, on a ce qu'on appelle l'épirosis. Ça brûle. On a des douleurs rétrosternales ici. Là, c'est un reflux gastro-œsophagien, ainsi de suite. Donc, on peut avoir seulement une histoire sur le plan mental, une déception amoureuse, un deuil, on a perdu un être cher, on a perdu de l'emploi, une calomnie, une déception, un espoir différé. Ça peut expliquer qu'il y a gastrite. Et vous voyez, les médicaments peuvent soulager, on donne des spasmolytiques, mais le maître mot, c'est la psychothérapie. Il faut que la personne comprenne qu'elle n'a pas besoin d'autres personnes pour vivre, si ce n'est que de son Dieu. Et tenir bon face aux vicissitudes du vécu quotidien, même s'il est traumatisant. Là, c'est important. Et puis, il peut y avoir une gastrite à Helicobacter pylori. C'est une épidémie actuellement. Là, il y a deux examens qu'on demande. On demande les anticorps de ce bacille qu'on appelle Helicobacter pylori dans le sang. Et puis, on demande dans le sel ce qu'on appelle les antigènes de l'Helicobacter pylori. C'est plus les antigènes sur lesquels il faut s'appuyer parce que s'il y a présence d'antigènes, il y a la bactérie. Elle va éroder au niveau de l'ésophage, au niveau de l'estomac. Mais les anticorps, on peut être guéri parce que ce sont des protéines qu'on produit contre le bacille. Voilà. Donc, on peut être guéri, mais on a les anticorps. Donc, si on prend le médicament et puis on fait seulement les anticorps, on est déjà guéri, mais il y aura toujours des traces. Maintenant, ce qui est important avec ce type de maladie, de gastrite, ça guérit. Donc, on donne un traitement 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça dépendra du titrage de la quantité de bactéries à Helicobacter pylori. Et puis, on est guéri. Et au-delà de tout, il y a d'autres causes, des maladies associées qui peuvent être à la base de la gastrite. On doit soigner et puis on donne un traitement in loco et la personne est guérie. Revenons au rein. Parce que c'est de ça qu'on parle dans cette émission. Alors, il y a eu des histoires dans ce pays. Je connais un prêtre qui avait eu des problèmes rénaux. Et puis, il y a un donateur bénévole qui l'a accepté comme ça. Et comment ça se passe, ces genres d'opérations? Est-ce que ça demande aussi que les papiers interviennent, par exemple, au niveau de l'État, ou c'est automatiquement que ça... Oui, c'est une question essentielle. J'apprécie cette question. Et je dois placer un mot, que la transplantation rénale fait partie du traitement de la maladie rénale chronique. Si les 2 reins sont bousillés, au lieu de vivre au demeurant avec des dialyses, on a besoin d'un rein, un seul rein. Alors, chacun de nous a 2 reins.
Si on a le deux reins qui fonctionne, on peut faire cadeau d'un rein. Mais attention, il faut que ça soit réglementé. Là où il n'y a pas de loi, il y a la jungle. C'est là le problème. Vous savez, les juristes, ils s'appellent des ingénieurs de la société. C'est important qu'il y ait la loi. Pourquoi? Parce que avec nos conditions de vie difficiles, la pauvreté qui bat son record, tout le monde va vendre son rein. Et ça sera de l'anarchie. Et il y aura baisse de prix. Moi, je vends le mien à $100. Venez prendre chez moi. Voilà, donc un père peut commencer à vendre les reins de ses enfants. De ses enfants, vraiment. Il peut payer une parcelle, une voiture, ainsi de suite. Voilà, là, on va aller. Il y aura de l'anarchie. Mais il faut que ça soit réglé. Alors, pour qu'il y ait transplantation rénale, on a affaire à deux personnes. Il y a le receveur qui est dans l'urgence, qui est malade, qui n'a besoin que de ça. Et puis, il y a le receveur. Pour que quelqu'un donne ses reins, il y a quand même des conditions sine qua non. Voilà. Il doit être en bonne santé, ne peut être malade. Même pas d'une autre maladie grave qui peut entraîner d'autres complications sur le seul rein qui va rester. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas aller pour aller. Il faut se faire consulter. On fait tous les examens. Et là, si vous êtes éligible, là, maintenant, vous pouvez donner votre rein. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut qu'il y ait une raison logique. Vous voyez, il y a eu des kidnappings, non? Entre autres, c'était pour enlever des reins, ainsi de suite. Voilà, donc ce soir-là, c'est grave. Il y a eu beaucoup de choses dans ce débat-là. Je ne suis pas politique, je ne suis pas administratif, je ne suis rien. Je ne suis qu'un simple médecin. Alors, ça va créer de l'anarchie. Il faut que ça se passe, qu'il y ait une loi. Donc, notre constitution a un vide juridique qu'on me le pardonne par rapport à cette histoire de transplantation rénale ou des transplantations de manière générale. Même le cœur, même le cerveau. Même le cœur peut être transplanté. Oui, même le foie, même l'utérus. Il y a des femmes qui naissent sans utérus, non? Ah oui. Oui. Et cette femme-là peut vouloir même avoir un enfant qu'elle peut élever. On peut lui faire une transplantation de la matrice. Tout se fait. Il n'y a pas que ça. Oui, la moelle épinière. Tout peut être lait, tout peut être transplanté. Pourvu qu'il y ait un donateur. Un donneur et un receveur. Le receveur, c'est le malade qui a besoin de l'organe précieux et du donneur qui peut donner s'il veut. Et j'ajoute un élément important. Vous savez, ailleurs, quand quelqu'un fait un accident mortel, on sait qu'il ne peut pas survivre. Voilà. C'est des précieux donneurs d'organes. Imaginez quelqu'un, il fait un accident, la tête est décapitée. Il ne peut pas survivre. Alors, il peut déjà faire un testament. On va vendre tous ses organes, on vend ses reins, on vend son foie. Oui, son cœur bat. Quand on coupe la tête, le cœur va battre. Les reins fonctionnent. Alors, un monsieur pareil, quand on fait des gros accidents de trafic routier, ces gens-là peuvent être des précieux donneurs d'organes. Et là, il faut qu'il y ait des cliniques partout. Nous avons combien de territoires? 145. Alors, dans tous les hôpitaux de référence au niveau des territoires, il faut qu'il y ait des plateaux techniques. Les médecins congolais, ils sont excellents. Il suffit d'aller en Afrique du Sud, ailleurs, pour voir, vous vous rendrez compte, mais on n'a pas du plateau. Des très bons chirurgiens, de très bons réanimateurs, de très bons gynécologues, de très bons internistes, de très bons omnipraticiens généralistes, on en a. Mais il faut un plateau technique. Le médecin, il ne peut pas faire de la magie. Il faut lui donner des moyens pour avoir des résultats. Donc, il faut qu'il y ait une réglementation par rapport à cela. On définit qui peut donner des organes. Et pour les gens qui font des accidents mortels ou qui se trouvent en fin de vie, la personne a 70 ans, au lieu de partir avec ses deux reins, on peut faire une banque de données. Peut bénéficier de sa progéniture, du précieux don de ses organes contre de l'argent qui peut leur permettre de voler de leur propre zèle. Mais il faudra vraiment que ça soit vraiment réglementé. Oui, sinon on risque d'en être tous victimes. Un jour, une nuit là, déjà entre. Ils nous font des opérations sans anesthésie. En tout cas. Et puis ils enlèvent des reins. C'est des milliers de dollars ailleurs. Hein? Exactement. Et j'oublie, parmi les organes précieux, c'est les testicules. Ah bon? Oui. Il n'y a pas un organe plus cher en matière de transplantation que les testicules. Mais pourquoi? Oui, mais il y a des stérilités masculines auxquelles on ne pense pas. Hein. Dans 30% des cas, ce sont les hommes qui sont à la base des couples stériles. Et les testicules, il est précieux. Quelqu'un m'aurait fait rire ailleurs, il coûterait autour de 5 millions de dollars. Donc, c'est parmi des organes précieux. Donc, il faut signaler ça, que les gens sachent. Il n'y a pas que la femme qui est stérile, hein. Il y a aussi les hommes. Il faut aller se faire soigner tous les deux. Et avant de se marier, pensez aux examens préconceptionnels. Parmi les examens préconceptionnels, il faut vraiment définir la capacité de l'homme ou de la femme à procréer. À procréer. Oui. Exactement. Parce que vous avez parlé de la procréation, et ça ne passe pas sans relation sexuelle, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il y a des restrictions
ou des nouvelles habitudes à imposer aux hommes et des femmes qui ont un problème d'hypertension ou de diabète? Non. Et in globo, on n'a pas d'interdiction. Le rapport sexuel, ça fait partie des besoins fondamentaux de base d'une personne humaine. Donc, ça permet, dans les meilleurs hôpitaux du monde, quand on a sa chambre à soi, on peut avoir son partenaire et faire ce qu'on doit faire. C'est pas important, mais il y a des cas où on peut être dans l'impossibilité ou dans la difficulté d'avoir un rapport sexuel, comme par exemple l'homme diabétique. Il peut avoir des troubles d'érection, une dysfonction érectile de cause de son problème de diabète. Là, il faut soigner. Et ailleurs, il y a même de trucs qu'on donne pour lui permettre de tenir. Mais il ne faut pas abuser d'aphrodisiaques. Et si le cœur est malade, on peut arrêter en plein débat sexuel. En plein débat sexuel, on peut arrêter. Donc, quand on a déjà un problème au niveau du cœur, parce que il faut éviter le coït, il demande de l'énergie, des mouvements, ainsi de suite, on peut laisser sa vie sur le corps d'une autre personne. Là, c'est important. En tout cas, on est presque à la fin de l'émission, docteur. Oui. Alors, je voudrais que vous puissiez, parce que je sais qu'on a parlé des causes, on a parlé des traitements. Oui. Est-ce que, d'une manière condensée, on peut avoir des remèdes précis à donner à nos téléspectateurs et auditeurs? Je sais qu'on va se reprendre pour la meilleure audition. On en a déjà donné d'une manière ramassée au cours de cette émission, mais un condensé à nos téléspectateurs leur ferait vraiment de bien. Oui. Pour prendre soin de ses reins, la première des choses, il faut se faire soigner de toutes les maladies qui existent, qui peuvent avoir des répercussions sur le rein. On est diabétique, on doit avoir son taux de sucre dans les normes. On est hypertendu, on doit avoir ses chiffres de pression artérielle dans les normes. Avoir un contrôle régulier avec son médecin, c'est important. On a une infection au niveau des reins, une pyélonéphrite, une glomérulonéphrite. Il faut prendre le traitement jusqu'à la fin. Là, c'est important parce que c'est parmi les causes principales pourvoyeuses de maladies rénales chroniques. Et puis, deuxièmement, il faut éviter l'automédication. Parce que les intoxications médicamenteuses font partie, dans 12% des cas, des complications liées au rein. Il faut éviter de s'automédiquer. Il faut aller voir le médecin. C'est pas parce qu'on avait eu la Il faut aller voir le docteur Ami Abel. Ah, c'est une bonne. On est toujours disponible. Voilà, il faut le dire. Il faut que les gens viennent nous voir. Exactement. Oui, c'est important parce que s'automédiquer, on peut se faire du mal tout en voulant se faire du bien. Et le docteur Ami Abel est accessible. Vraiment par vous, par. J'espère que vous pouvez également donner le numéro de contact. Oui, en tout cas, c'est une bonne chose. Mes numéros sont 099 52 20 982 099 52 20 982 ou 082 44 33 642 082 44 33 642. On est sur Facebook, on peut nous joindre, ainsi de suite. Il faut se faire soigner, éviter l'automédication. Et au-delà du tout, il faut avoir un bon régime. Éviter de manger trop de sel. Donc, un régime moins salé. Éviter du sucre, un régime moins sucré. Éviter beaucoup de graisse. Il faut éviter le cholestérol dans l'huile qu'on prend. Donc, régime moins gras. Et au-delà de tout, quand on a déjà un problème au rein, il faut éviter beaucoup de viande, beaucoup de lait, ainsi de suite. Là, c'est le néphrologue qui prend en charge ce genre de cas, qui donne ce conseil. Et au-delà de tout, il faut avoir son médecin. C'est important. Des fois, on a des avocats. On n'a jamais eu de problème, on le paye. Il faut aussi penser aux médecins. On a des avocats, on a même des féticheurs des fois. Oui, c'est grave. C'est ça qui nous amène en enfer. Ah oui. Et puis, il faut avoir un check-up. J'ai toujours parlé aux gens, mais vous imaginez, les gens ne comprennent pas. Le check-up, c'est important. Chaque fin d'année ou chaque début d'année, faites tous les examens possibles si vous avez des moyens. On vous fait tous les examens, dans le sang, dans les urines, dans le sel. Il y a des maladies qui existent mais qui ne s'expriment pas, mais qui généralement vont s'exprimer avec des complications. Voilà. Et quand on est au stade des complications, c'est souvent irréversible. Là, il faut chercher qu'on me prête un rein, ainsi de suite. Commencer avec les reins de quelqu'un, il peut mourir, là, il a malédiction à des effets. Ah, c'est important de le savoir. En tout cas, on finit cette émission, très chers téléspectateurs et auditeurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de prendre soin de vous. Merci de prendre en considération tous ces conseils pratiques
que vous a prodigué le docteur Ami Abel, qui est accessible. Il vous a donné ses contacts. Il faut le contacter, bien sûr. Il est vraiment accessible. Merci à toute la grande équipe ITC Production, Daniel Kalimi Lokoko, bien sûr à la réalisation, Déborah Kabi, mais aussi Bénédicte Chabani. Merci à Franck Lutumba pour la programmation. Merci à Jean-Marie Kanda pour la supervision générale. Merci au révérend pasteur Zachary Kabengele Mayamba Chambouyi pour la coordination générale. Nous vous retrouvons la fois prochaine avec le même et réel plaisir. Surtout, prenez soin de vous.